Alors, cette capsule sur les arbres de classification va porter sur un deuxième algorithme, l'algorithme CART. Alors, pour avoir plus de détails sur cet algorithme, je vous invite à aller lire la section 9.2 du livre Elements of Statistical Learning. Alors, l'objectif de la capsule, c'est tout simplement que vous compreniez comment on construit ce type d'arbre-là. Dans la première capsule sur les arbres, je vous ai expliqué que ce qui variait d'un algorithme à l'autre, c'est la façon de choisir les variables à chaque embranchement. Donc, la façon de choisir les variables qui vont nous permettre de créer un embranchement à chaque nœud. Avec le shade, on utilisait un test d'hypothèse, un test d'indépendance. Ici, avec l'algorithme CART, on va plutôt choisir la variable qui minimise, encore une fois, une certaine fonction de perte. Donc, on va chercher à minimiser directement l'erreur quadratique moyenne. Ça, c'est si les variables sont continues. Si la variable réponse est discrète, on va pouvoir choisir plutôt de minimiser un critère différent qui pourrait être, par exemple, l'indice de Gini. Donc, je vais vous parler de l'indice de Gini dans les prochaines diapositives parce que c'est un des critères les plus utilisés, mais on pourrait en utiliser d'autres. Donc, on pourrait utiliser, par exemple, l'exactitude ou l'entropie croisée. Alors, l'indice de Gini, on l'appelle aussi indice d'impureté. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors ici, vous avez la formule générale pour le calculer. Générale parce que on utilise, on spécifie pas ici le nombre de classes, là. Donc la variable réponse pourrait avoir plusieurs classes. Dans l'exemple qu'on a fait dans la première capsule, la variable réponse était l'achat, on achète ou non. Donc, elle avait seulement 2 classes. Donc, dans l'exemple qu'on a, K est égal à 2. PK, ici, ça se trouve être la proportion d'observations dans ce nœud-là qui appartiennent à la classe K. Alors, le plus simple, évidemment, c'est de faire un exemple. Alors, vous voyez ici l'arbre qu'on a construit dans la première capsule. Donc, dans la première capsule, je vous montrais le concept, mais on n'avait pas encore réfléchi à la façon de choisir la variable pour séparer notre jeu de données, pour créer notre embranchement. Alors, ici, on va regarder ce que ça donnerait avec l'indice de Gini. Alors, si on regarde le premier nœud en haut, qui est la racine de notre arbre, on va essayer de calculer son indice de Gini. Alors, revenons ici. Donc, dans ce contexte-là, ça va être la somme de la probabilité d'appartenir à la classe K. Donc, supposons que la classe 1, c'est le oui. Donc, ça va être 9 sur 14. Multiplié par 1 moins cette probabilité-là, donc 5 sur 14. Ça, c'est pour la première classe. La deuxième classe, c'est le nom. Donc, plus 9 sur 14. Pardon. Plus 5 sur 14 fois 9 sur 14. Ça va nous donner un indice de Gini de 0,46. Alors, si on le reporte ici, on a un indice de Gini qu'on va appeler G de 0,46. Maintenant, si on décide de séparer sur la base de est-ce que la personne est étudiante ou pas, calculons ce que ça nous donnerait comme indice de Gini. Donc, on va commencer par calculer l'indice de Gini dans le nœud oui ici. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner G va être égal à 6 sur 7 fois 1 sur 7 pour la classe oui, plus 1 sur 7 fois 6 sur 7 pour la classe non. Ça va nous donner un indice de Gini dans ce nœud
de 0,24. On va faire la même chose pour le deuxième nœud. Ici, ça va nous donner un G de 3 sur 7 fois 4 sur 7 plus 4 sur 7 fois 3 sur 7 et ça va nous donner une valeur de 0,49. Bon, là, on a l'indice dans chaque nœud. Donc, pour avoir l'indice de Gini associé à cet étage-là dans notre nœud, si on veut, on va calculer ça globalement pour cet étage-là. Donc, on va faire une moyenne pondérée des indices de chaque nœud pour cette séparation-là. Alors, ça va nous donner, dans le premier nœud, on avait 7 observations sur les 14. Et l'indice était de 0,24 fois 0,24. Dans le deuxième nœud, on avait encore 7 observations sur 14 avec un indice de Gini de 0,49. Alors, globalement, mon indice de Gini est rendu à 0,37. Alors, si on compare à ce que j'avais dans la racine, j'avais 0,46, je suis descendue à 0,37, donc j'ai diminué mon indice de Gini. Et ce qu'on veut, c'est continuer comme ça jusqu'à ce que l'indice de Gini soit minimal, en fait. Si vous regardez là, dans un nœud ici, qui est un nœud pur, donc mon indice de Gini, ça va être quoi? Dans ce nœud-là en particulier, là, ça va être 0 sur 3 fois 3 sur 3, plus évidemment le 3 sur 3 fois 0 sur 3. Donc mon indice de Gini dans ce nœud-là, ça va être un indice de 0. Donc, on veut, en fait, se diriger vers des nœuds qui contiennent tous la même, des observations qui appartiennent à la même classe. Alors, ce qu'on ferait pour construire notre arbre, c'est qu'on calculerait cette valeur-là pour toutes les variables et tous les embranchements possibles. Et puis, on choisirait la variable qui fait le plus diminuer l'indice de Gini à la hauteur d'arbre suivante. Alors, évidemment, dans ce cas-là, comme c'était le cas dans le shade, on pourrait laisser les arbres croître à l'infini. Il va falloir trouver une façon de les arrêter. Donc, il y a plusieurs critères d'arrêt possibles. Comme c'est le cas avec le shade, on pourrait s'arrêter à un effectif minimal dans les nœuds terminaux. Donc, on pourrait dire, par exemple, si un nœud terminal a moins de 30 observations, ben on s'arrête là. On arrête de faire croître l'arbre. On pourrait donner une hauteur maximale, par exemple. Ça ici, là, ça va être assez utile quand on utilise des arbres de décision pour comprendre un phénomène, quand on a besoin que notre arbre s'explique facilement. Alors, dans ce contexte-là, on peut dire, ben, on va s'en tenir à un arbre qui a une hauteur de 5 ou 6 ou 10 ou 12, là, dépendamment de ce qu'on veut faire, mais on va pas aller dans des arbres qui vont avoir des hauteurs de 200, par exemple. Ça va devenir impossible à comprendre. C'est deux des critères d'arrêt, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'arbre au complet, on va le laisser pousser autant qu'il veut, là, et on va faire l'élagage sur la base du coût de complexité. Donc, on va regarder tous les sous-arbres possibles et on va plutôt calculer un coût de complexité. Alors, le coût de complexité, c'est la formule qui est présentée à l'équation 9.16 dans Elements of Statistical Learning. Vous pourrez lire la section là, pour mieux le comprendre, mais je vais vous expliquer brièvement la formule ici.
Alors, habituellement, globalement, quand on construit l'arbre, on va chercher à minimiser ce morceau-là ici. Ça ici, là, ça correspond en fait à l'erreur, l'indice de Gini de tous les nœuds, qui correspond en fait à la prise en compte de tous les nœuds terminaux. T ici, là, c'est pour les nœuds terminaux de l'arbre. Et le petit symbole comme ça, là, vous l'avez ici, là, c'est le nombre de nœuds terminaux dans l'arbre. Donc, pour tous les nœuds terminaux, on prend le nombre d'observations qu'on a dans ce nœud-là et on va aller calculer soit l'indice d'impureté, l'indice de Gini, ou alors l'erreur quadratique moyenne si ce qu'on a, c'est une variable qui est continue. Donc ça ici, ça revient à la moyenne pondérée dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va faire une moyenne pondérée des indices qu'on a dans chaque nœud. En général, c'est ce qu'on cherche à maximiser. Ce qu'on va faire pour éviter de faire un arbre qui est trop profond et qui va finir par se reprendre, c'est qu'on va ajouter une certaine pénalisation à cet arbre-là. Alors la pénalisation, là, c'est le morceau qu'on a ici. Donc on va venir lui ajouter une certaine valeur qui va augmenter avec le morceau qui est là ici, qui est le nombre de nœuds terminaux. Donc plus le nombre de nœuds terminaux est grand, plus l'arbre est complexe, plus ce terme-là ici va être élevé. Et puis ça va venir un peu pénaliser pour la complexité. C'est ce qui va nous aider à faire des arbres qui ne vont pas trop surapprendre. Ici, vous voyez le petit alpha, là, c'est le paramètre de pénalisation. Alors, le problème dans ce genre de stratégie-là, c'est qu'il faut trouver le paramètre de pénalisation. Alors, en général, il va falloir faire plusieurs essais et choisir le meilleur critère de pénalisation, le meilleur paramètre de pénalisation par validation croisée. Alors, en pratique, évidemment, on va pas faire tous ces calculs-là à la main. D'ailleurs, comme je vous le mentionnais précédemment, c'est pour ça que les arbres de régression et de classification ont mis du temps à être popularisés. C'est qu'on n'avait pas les capacités de calcul pour faire autant de tests et d'essais. Maintenant, on l'a, donc ça nous donne des outils assez intéressants. En R, je vais vous montrer comment en faire avec la fonction, avec la librairie RPart, qui est probablement la librairie la plus populaire pour créer des arbres. Et puis on va utiliser RPartPlot pour visualiser nos arbres. Alors, vous allez pouvoir pratiquer ça un petit peu plus dans les exercices de cette semaine, mais la fonction pour construire l'arbre en tant que tel, c'est celle-ci, c'est RPart. La fonction RPartControl qu'on a là, c'est ce qui va venir nous aider à donner nos hyperparamètres. Donc, surtout comment on va quand est-ce qu'on va arrêter l'arbre de croître, là, la taille de l'arbre finalement. Donc ici, on peut choisir le nombre d'observations minimales pour faire un nouvel embranchement, mais c'est aussi dans cette fonction-là que vous allez aller spécifier la valeur du CP, donc du critère de pénalisation ou du coût de complexité. Vous pouvez aussi, évidemment, là, spécifier le critère que vous voulez utiliser pour votre séparation dans cette fonction-là. Alors, vous voyez, là, c'est ici, dans les contrôles, qu'on va spécifier ce qu'on veut choisir comme critère pour arrêter de faire croître l'arbre. Alors, ce que ça va vous donner en sortie, c'est quelque chose comme ça, donc une liste de règles très, très simple. Évidemment, c'est pas très intéressant à regarder comme ça, cette liste-là. En général, ce qu'on va vouloir regarder, c'est plutôt l'arbre en tant que tel. Alors, vous en voyez un ici, un exemple d'arbre qui a été fait avec la librairie RPart sur les données qu'on a utilisées initialement dans la première capsule. Donc, un petit échantillon de taille 14. Alors, vous voyez que, contrairement à ce que le Shade avait proposé, le Shade, il sélectionnait sur la variable étudiant en premier. Il séparait sur la variable étudiant en premier. Le Cart, lui, il choisit la variable âge en premier.
C'est intéressant que ça donne ça parce que c'est une des caractéristiques des arbres de type carte par rapport aux arbres de type shade, c'est que ces arbres-là vont avoir tendance à choisir les variables qui ont le plus de modalités. Et ici, la variable âge a une modalité de plus que la variable étudiant. Donc, les deux avaient à peu près probablement la même importance dans le modèle. Mais ici, là, il va prioriser la variable âge. Donc, vous voyez que pour les personnes qui n'ont pas moins de 30 ans ou plus de 40 ans, on prédit un achat. Pour les autres, ben, l'arbre continue de croître comme on l'a vu précédemment. Ici, c'est assez intéressant de regarder cet arbre-là parce que, comme vous voyez, il est pas trop profond, là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Alors, c'est assez facile. Mais dès qu'un arbre devient un peu plus gros, c'est rapidement très, très, très difficile d'interpréter un arbre. Donc, ce qui va être utile dans ce contexte-là, ça va être d'utiliser des outils de visualisation interactive. Alors, dans les notes de cours, vous avez un exemple avec la librairie Viz Network que j'ai découvert assez récemment, honnêtement. Alors, cette librairie-là vous permet de prendre directement la sortie de RPart, de la fonction RPart, et de tracer ce joli petit graphique-là qui nous permet d'aller regarder là, à l'intérieur de chaque nœud qu'est-ce qu'on a. On voit ici, par exemple, à l'intérieur de ce nœud-là, j'ai 75% des personnes qui ont répondu non et 25% des personnes qui ont répondu oui. Vous pouvez aussi aller grossir une des sections de l'arbre pour aller regarder à l'intérieur de cette section-là comment ça se comporte. Donc, quand les arbres sont très, très gros, c'est vraiment un outil qui est très, très, très intéressant et vous allez devoir le faire, en fait, dans votre questionnaire de cette semaine. Je vous donne les codes et je vous montre comment le faire. Alors voilà pour les arbres de type carte. Je vous invite à explorer ça un peu, à essayer de peut-être refaire les calculs à la main là, pour vous assurer de comprendre tout ce qu'il y a dans cette dans la visualisation qu'on voit ici.